Bonjour à toutes et à tous. On est en direct avec Anne Corot, qui est responsable des projets innovants chez Orange. Et donc moi, je suis Benjamin Straub, conseiller numérique de la Chambre des métiers. Et on va vous parler aujourd'hui de numérique et d'environnement. On va commencer dans 2 petites minutes. On va attendre pour voir s'il y a des retardataires. Et j'en profite encore une fois pour remercier Anne, qui va nous présenter ce webinaire. Merci Benjamin. Si tu veux dire peut-être un petit mot sur tes missions chez Orange en attendant de démarrer. Pas de souci. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Benjamin, je m'occupe de projets innovants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis rattachée à la délégation régionale en Alsace et qu'une de mes missions, c'est d'animer tout l'écosystème numérique par rapport déjà à la détection des startups, par rapport à tous nos programmes d'accompagnement Orange, mais également par rapport à la présentation de tous les dernières innovations du groupe, qu'elles soient finalement technologiques, là je parle de choses comme la 5G, les villes intelligentes, etc., ou qu'elles soient plus sociétales. Là, on parle effectivement sur des sujets d'inclusion et je pense que numérique et environnement en fait un petit peu partie. L'ambition, c'est de se dire, on entend énormément de choses aujourd'hui, et ben on va essayer de le démystifier ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, le numérique, l'environnement, qu'est-ce que ça a comme injonction sur notre vie de tous les jours. Tout à fait, merci beaucoup. Et c'est vrai que nous, c'est une thématique qui commence à aussi nous tenir à cœur, de sensibiliser les artisans autour du numérique responsable. Donc voilà, on tenait à présenter aussi cette thématique avec Orange. N'oubliez pas que vous avez un onglet chat qui est disponible. Alors visiblement, voilà, on a déjà quelques bonjours qui apparaissent. Et surtout, vous avez aussi un onglet questions. Donc n'hésitez pas à utiliser cet onglet questions pour qu'on puisse vous répondre. On essaiera peut-être de vous répondre au fur et à mesure de la présentation, ou sinon on gardera un temps d'échange à la fin du webinaire. Ça dépendra surtout de toi, Anne. J'ai le chat à ma droite, donc je vois les choses arriver. Il n'y a pas de souci. J'essaierai de garder un œil dessus aussi. Ouais, impeccable. Et puis bon, moi, je pense qu'il est 11h03. On peut commencer. Tu as la main sur la présentation. Je te laisse faire. Donc, bonjour à tous. Donc, l'objet aujourd'hui, c'est de parler de numérique et environnement. Alors, on oppose finalement souvent ces 2 termes. Et l'idée, c'est de se poser un petit peu et nous interroger sur cette question. En quoi est-ce complémentaire ou pas? En quoi est-on peut-être sur une injonction paradoxale ou pas? Parce qu'aujourd'hui, le numérique, comme finalement toute activité, a une empreinte carbone. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il peut quand même être au service de l'environnement? J'ai la main pour passer au slide suivant. Alors, en principe, c'est bon, mais si tu préfères, je peux le faire. Oui, parfait. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître cette image. Moi, j'aime bien commencer par elle. J'imagine que oui. En fait, c'est l'illustration du premier pas sur la Lune. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte que l'innovation a toujours fait rêver des générations entières et a toujours été finalement synonyme de progrès, jusqu'à il y a peu de temps finalement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a plutôt une méfiance, voire une défiance vis-à-vis de l'innovation technologique. Je prends toujours l'exemple, on est en plein dedans aujourd'hui, sur la 5G, on a entendu tellement de choses sur cette technologie qu'on n'a finalement jamais entendu ailleurs. Donc, du coup, slide d'après. Et je trouve que ce questionnaire qu'on a envoyé à une population cible, comme d'habitude, qui dit, selon vous, le numérique, globalement, qu'est-ce que c'est? Et quand vous regardiez, finalement, les 2 piliers qui ressortent, on va avoir d'un côté un progrès pour la société et de l'autre, finalement, des risques pas toujours maîtrisés. Donc, on se rend bien compte qu'on est dans cette injonction paradoxale. À quelque part, on est tous d'accord que ça fait progresser, mais aujourd'hui, on se dit attention, ça fait progresser, mais il faut quand même être prudent sur un certain nombre de cas et bien regarder ce qu'on en fait. Donc, si jamais tu devrais avoir la main, Anne, sur la suite des slides. Ah oui, ça y est, je l'ai. C'est parfait, c'est plus simple. Merci beaucoup, Benjamin.
Donc, fort de ce constat, donc vous l'aurez compris, l'idée lors de cette présentation, c'est de se dire le numérique, c'est source de progrès, mais attention, c'est une empreinte carbone et il faut en maîtriser également les usages parce que ça peut être également finalement source de non-maîtrise. Donc, ce que je vous propose, c'est que pendant cette heure, on regarde ensemble 3 grands sujets. Je vais vous parler bien sûr un petit peu de la RSE chez Orange et comment on gère le sujet nous aujourd'hui, l'impact du numérique dans notre vie de tous les jours. Et puis, on finira par des exemples pratiques de gestes verts numériques. Ça a l'air tout simple, vous verrez, mais on se rend compte que finalement, même si on les a inconsciemment dans notre tête, c'est toujours bien d'en reparler. Et l'ambition, c'est que vous repartiez justement avec quelques tuyaux pour agir du côté, on va dire, où on peut agir personnellement. Alors, la RSE chez Orange. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette diapo. Moi, elle me semble toujours extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que contrairement aux années 70 où, en gros, on consommait une terre par an et elle se régénérait, puisque la terre se régénère. Et donc, finalement, on était dans un rythme d'équilibre. Aujourd'hui, en 2019, en moyenne, dans le monde, on consomme 1,75 terres. Donc, on se rend compte, on a une partie qui ne se régénère pas finalement naturellement. Et quand je parle d'1,75 dans le monde, vous voyez bien avec le petit schéma à droite que selon qu'on soit finalement citoyen africain ou citoyen d'Amérique du Nord, on ne consomme pas de la même manière. Et c'est évident, on n'a pas du tout les mêmes modes de vie et de consommation finalement d'un endroit à l'autre. Alors juste pour, pareil, petit mémo, en 2000, le jour du dépassement, où finalement on consommait plus que ce que la Terre nous amenait de ressources, était le 23 septembre. En 2022, c'est le 28 juillet. Donc, je n'ai pas la date de 2023, mais il y a fort à parier qu'on est tout près. Donc, chaque année, finalement, ça recule. D'où interrogation. Alors, c'est pareil, si on se concentre maintenant sur notre fameuse empreinte carbone, on en entend tous beaucoup parler. Alors, d'où vient ce sujet ça a été effectivement mis en place lors de la conférence de Paris. Et les scientifiques sont assez formels. On a eu tous des rapports, on en voit régulièrement tous les jours. C'est clair que ces empreintes carbone entraînent un dérèglement climatique et c'est clair que ça conduira à des catastrophes. Je pense que j'ai qu'à citer ce qui s'est passé à La Roche-sur-Yon il y a quelques jours. On se rend compte qu'à chaque fois, les événements climatiques sont plus violents et à un moment, on n'aura pas trop le choix. Il va falloir vraiment travailler sur le sujet. Et le sujet, c'est de passer de 9 tonnes par an aujourd'hui à 2 tonnes par an en 2050. Donc, ça veut dire qu'on réduit de plus de la moitié nos émissions carbone. Ce n'est pas neutre et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il y a vraiment un sujet à travailler. Alors, je me permets, Anne, d'ajouter qu'il y a un site qui s'appelle, c'est une organisation qui s'appelle l'ADEME et qui vous permet aujourd'hui de calculer votre empreinte carbone et de voir sur quel point vous pouvez aussi agir de votre côté. Oui, et c'est extrêmement intéressant parce que moi, pour l'avoir fait, même en faisant attention à plein de choses, j'arrive pas à descendre en gros sous les 5 tonnes. Oui, tout à fait. Ouais. Souvent, il y a un palier effectivement un peu critique sous lequel on n'arrive pas à descendre. Oui, où c'est compliqué. Donc, on est encore assez loin des 2 tonnes. Et si on rapporte cette empreinte carbone numérique, en fait, il y a 2 grandes finalement sources d'empreintes, à la fois sur les équipements et à la fois sur les usages. Et je vous donne juste quelques chiffres parce que souvent on parle des usages du numérique, mais on se rend compte quand on fait l'analyse que c'est plutôt les équipements qui posent problème. Donc c'est important de le poser ici. Par exemple, aujourd'hui, une télé, vous savez, une télé là qu'on a tous dans notre salon, c'est à peu près 400 kg d'émissions de CO2. Alors que l'usage, donc le fait de regarder Netflix, le fait de regarder YouTube, etc. sur ma télé, je vais être à 10-20 kilos par an.
Donc ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce débat déjà là en tête, de se dire équipement versus usage, quoi. Sachant que les usages ont beaucoup augmenté les dernières années, ils vont continuer à augmenter. Donc c'est quand même un grand défi. La deuxième chose à avoir en tête, c'est que à notre niveau personnel, finalement, on peut faire tous les efforts que l'on veut. On peut ne pas prendre l'avion, on peut consommer moins, on peut devenir végétarien. Vous le voyez par rapport à ce document hein, qui est issu du Shift Project hein, et le cabinet d'études Carbone 4. On se rend compte que finalement, nous, en tant qu'individus, on arrive à avoir une empreinte d'à peu près 25%. Mais la plus grosse empreinte, finalement, elle vient de tout ce qui est entreprise, collectivité, loi que l'on va mettre en place, décarbonation, etc. Et si cet effort n'est pas fait, on peut faire à titre individuel n'importe quel effort, ça ne suffira absolument pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on aime bien poser, qu'il est important d'avoir à tête, hein, clairement. Alors, si on en vient à un groupe comme Orange, bien sûr, hein, quand des sujets de ce type arrivent, c'est important qu'un grand groupe l'ait vraiment en tête. Et c'est ce qui a été mis en place depuis, on va dire, 2018-2019, avec 3 piliers. Hein. C'est pour ça qu'on l'a finalement mis sous forme de maison. On a un pilier qui est la politique RSE. On en parlera un peu plus tard. Après, on a un pilier qui est la stratégie qui a été mis en place. C'est ce qu'on appelle Engage 2025 chez nous. Il y a un pilier qui sont les objectifs du développement durable parce qu'effectivement, Orange a identifié 6 objectifs où nous nous sommes engagés et on va en parler rapidement. Et il y a le toit de la maison qui est ce qu'on appelle notre raison d'être. Ça veut dire que c'est un peu ce qu'on essaie de mettre en place au niveau de l'entreprise, au niveau des collaborateurs, pour que ça devienne un peu comme notre ADN. Et l'ADN qu'on a choisi chez Orange, c'est d'être bien sûr un acteur de confiance, mais en plus, qui donne à chacun ce qu'on appelle les clés d'un monde numérique responsable. C'est-à-dire qu'on s'engage également à œuvrer dans le cadre de l'égalité numérique et on le retrouve dans notre stratégie. Alors, si on prend les objectifs du développement durable, je ne vais pas aller dans le détail de tous les objectifs, mais ayez en tête qu'à ces 6 objectifs, il y a chaque fois 6 ambitions chez Orange. Par exemple, le premier, c'est tout ce qui est raccordement à la fibre, à la fameuse FTTH. Le deuxième que vous voyez, ça va être justement la mise en place d'un certain nombre d'actions pour l'inclusion numérique. Et dans ce sens, on a créé ce qu'on appelle des Orange Digital Centers. Ce sont des lieux où finalement on propose des ateliers au public. Le troisième objectif, ça va être le taux de collecte des mobiles usagés. Et on en reparlera aussi un petit peu plus tard. Hein. Ça, c'est un élément extrêmement important dans notre empreinte numérique. Le quatrième pilier, ça va être les émissions de CO2. Évidemment, lorsque on construit des réseaux et des équipements et qu'on utilise pas mal d'énergie, il y a des choses que l'on peut faire pour réduire son empreinte carbone. On le verra aussi un peu plus tard. Le cinquième, ce sont les fournisseurs finalement qui sont engagés dans un genre de code de conduite, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ESG, par rapport à tout ce qui est normes environnementales. Et le dernier pilier, ça va être finalement le fait d'aider les startups à se développer dans cet univers d'environnement responsable. Et il y a un fonds qui a été donné à un de nos capital investissements, parce qu'on a une société de capital investissement chez Orange qui s'appelle Orange Venture. Et donc, le pilier du dessous, c'est tout simplement notre stratégie. Donc, très simple, 2 grandes orientations environnementales, l'ambition d'être net zéro carbone en 2040. On verra après aussi comment. L'économie circulaire, on voyait un peu, avec le recyclage des mobiles et tout ce qui est égalité numérique avec la mise en place d'ateliers pour le public à la fois senior, jeune, le public qui a besoin, qui est en difficulté, qui a besoin d'être accompagné également. Alors, si on en va maintenant sur la partie impact du numérique. Alors, je pense que ces chiffres, vous les connaissez, hein, ils sont souvent remis dans les médias.
Je pense qu'il y en a un qu'il faut retenir, c'est ces 3,8% en fait. Clairement, c'est l'empreinte qu'a le secteur du numérique au niveau de l'environnement, clairement. On estime que cette empreinte pourrait augmenter de plus de 60% d'ici 2040. Pourquoi? Parce que finalement, le numérique est partout. On parle de transformation numérique à tous les niveaux. On a commencé par les entreprises et maintenant, je sais qu'on a un public là plutôt d'artisans ou de très petites entreprises. Je pense que vous aussi, aujourd'hui, c'est incontournable. Il y a certainement un grand nombre de choses que vous ne faisiez pas il y a une dizaine d'années et que vous faites aujourd'hui via le numérique. Alors, vous vous souvenez, au début, je vous disais que les équipements sont importants. Effectivement, 80% de l'empreinte carbone provient des équipements et notamment de la fabrication de ces équipements, en fait. Donc, les deux grands postes, ça va être les téléviseurs et les écrans. Le poste qui suivra, ça va être tout ce qui est data center. Donc, ce sont les lieux où on concentre finalement tout le stockage des données que l'on peut avoir. Et par exemple, en 2020, la consommation d'énergie des data centers a augmenté de 3% par rapport à 2019. Ça semble peu peut-être, mais si on voit que chaque année ça augmente, et finalement, sur une dizaine d'années, l'augmentation sera quand même conséquente, j'ai envie de dire. Le deuxième sujet, ce sont finalement les matières premières. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce schéma et si vous aviez conscience que, par exemple, dans votre téléphone, vous avez 50 matières premières différentes. C'est quand même assez colossal. Et notamment, il y a un certain nombre de matières premières où on sait déjà que très clairement, les années de réserve sont extrêmement courtes. Alors moi, ça m'a toujours frappé, je n'avais pas du tout ça en tête. On prend l'or, on a 37 années de réserve. Pas étonnant qu'aujourd'hui, lorsque les personnes veulent sécuriser un peu d'argent, ils prennent des lingots. Voilà, c'est une matière qui est extrêmement, qui va devenir en fait de plus en plus rare. Et un autre chiffre, aujourd'hui, ayez en tête que 5 milliards de portables sont jetés dans le monde. Jetés, c'est-à-dire avec les métaux, etc. et pas forcément recyclés. Et c'est là qu'on va avoir effectivement le sujet et le débat. Donc, comme je vous le disais, en fait, cette industrie de production, alors là, je parle des terminaux, mais c'est exactement la même chose avec les équipements comme les télés, est extrêmement linéaire. Donc, sur les 50 matériaux dont on parle, lorsqu'on recycle, on en recycle une dizaine. Donc, c'est vraiment pas important. Je me suis trompée de diapo, mais c'est pas grave. On en recycle une dizaine. Et tout ce qui est recyclage aujourd'hui, il y en a à peu près 10% qui sont collectés. Alors là, les chiffres, c'est de 2019, ça a bien augmenté. En 2023, aujourd'hui, on est plus sur une tendance de 30% de mobiles qui sont collectés, recyclés. Il y a vraiment eu un effort dans ce domaine-là. Ça veut dire que ça, c'est vraiment aussi un sujet, que tout ce qui est économie circulaire, recyclage des téléphones et terminaux reconditionnés, en fait, ça va vraiment être les enjeux de demain. On dit toujours, quand on fait cette présentation, ayez vraiment en tête que s'il y avait une chose à retenir et à faire, c'est de se dire allonger la durée de vie de notre terminal. Au lieu de le changer pour le dernier terminal à la mode, se dire non, je passe une mode et j'attends encore 1 ou 2 ans. Déjà là, on a fait un beau pas, quoi, clairement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, on parlait un petit peu de ce paradoxe, finalement, sur l'usage du numérique. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ce paradoxe? Parce que je trouve que ce sondage était extrêmement intéressant parce que finalement, quand on demande aux gens s'ils pourraient vivre finalement sur leur mobile sans Internet, vous voyez les chiffres, c'est extrêmement compliqué. Et il est vrai que le numérique a changé nos vies, encore plus après la période Covid, finalement, puisque les déplacements que l'on s'économise en utilisant finalement la visio, le télétravail que l'on fait tous de plus en plus, ont été finalement d'un côté un progrès. Par contre,
le fait d'avoir de plus en plus finalement ces équipements en main, d'y avoir de plus en plus accès et de ne pas pouvoir s'en passer, notamment pour les jeunes générations, on a tous entendu parler des cas de plus en plus importants finalement d'harcèlement ou d'addiction, ce qui nous fait expliquer qu'aujourd'hui, il y a vraiment une responsabilité, et je pense qu'en tant qu'opérateur, on en a vraiment conscience, d'accompagner et d'éduquer. Du coup, ce n'est pas vraiment anodin si on a mis en place tous ces ateliers à destination et de la jeunesse et des personnes plus âgées pour justement mettre en œuvre cette éducation qui nous semble extrêmement important. Donc, on voit bien que, en fait, le numérique peut être une solution, mais en même temps, c'est un outil de transition écologique, quoi. Et voilà, du coup, on a plus d'usage de ce numérique-là, puisqu'on l'utilise plus souvent. Voilà, on y est dans ce fameux paradoxe. Alors, hop, voilà. Alors, pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte que grâce, par exemple, à tout ce qui est visio, le télétravail, les déplacements qui sont moins importants, on arrive à faire… Ah, il est passé. Hop. On arrive à faire baisser les émissions d'un certain pourcentage et surtout, et c'est là qu'on veut en venir quand on parle d'outils pour la transition écologique, on se dit qu'on pourrait aussi agir sur un certain nombre d'émissions qui ne sont pas numériques. Alors là, je pense à des sujets, quand on parle par exemple d'industrie 4.0, le fait de pouvoir amener dans les usines, par exemple, de la maintenance à distance, ou bien également de pouvoir, dans le domaine de la santé, se connecter à distance, à la fois pour ne pas forcément aller voir son médecin sur des choses banales, ou alors également lorsque des chirurgiens experts font des opérations à plusieurs pour arriver à améliorer finalement la performance et la possibilité de sauver des vies, et bien finalement, le fait d'utiliser le numérique, on va générer moins d'émissions. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit que le numérique peut être finalement, il peut agir sur des émissions qui ne sont pas forcément numériques. Je pense également aussi, vous l'avez tous vécu certainement, à tout ce qui est économie d'usage. Aujourd'hui, finalement, les plateformes comme Vinted, Too Good To Go, c'est grâce au numérique qu'elles sont apparues et c'est comme ça qu'on arrive finalement à avoir moins d'émissions, à décarboner et à recycler, pour le cas par exemple de Vinted, quoi. Et voilà, c'est des sujets paradoxaux, hein. On est vraiment tout au long de cette présentation sur cette ambiguïté, hein, finalement. Alors, petit focus sur Orange, effectivement, comment est-ce qu'on gère ce sujet? Alors, aujourd'hui, on essaie de réduire l'impact de plus en plus. Je prends un exemple. On a donc nos réseaux, nos infrastructures, et évidemment, ils représentent beaucoup d'énergie, hein. On utilise beaucoup d'électricité pour les faire tourner. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle, le grand sujet du moment, pour optimiser les consommations, pour arriver, si vous voulez, à optimiser nos réseaux. On peut mettre en place aujourd'hui des veilles programmées ou partager finalement des morceaux du réseau grâce à cette intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et on pense que ça nous a permis d'économiser finalement depuis 2015 à peu près 5,1 TWh d'électricité. Donc, voilà, il y a quand même, ça fait à peu près 3,4 millions de tonnes de CO2. Voilà. L'autre impact qu'on peut faire et que toute entreprise, je pense, peut faire, c'est de travailler sur des bâtiments et des véhicules plus performants. Aujourd'hui, tous les nouveaux bâtiments qui sont construits de façon à ce que l'éco-conception et le fait d'avoir moins d'impact carbone soient intégrés dans le bâtiment.
il y a un certain nombre de choses. On parle aujourd'hui des climatisations ou même du chauffage, des choses de toutes simples, que ça s'arrête automatiquement à certaines heures pour que ça ne tourne pas dans le vide dans le bâtiment. Voilà, je pense que c'est à la portée vraiment de tout le monde, toute entreprise. Et en termes de véhicules, pareil, on travaille de plus en plus, bien sûr, sur des véhicules électriques pour décarboner au maximum, mais je crois que là, c'est quelque chose qui est vraiment rentré un peu dans les mœurs. Et la contribution positive, c'est effectivement toute cette notion finalement d'économie circulaire et de recyclage. Aujourd'hui, on l'a vraiment intégré au cœur de nos offres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'éco-conception d'un produit, on a des ingénieurs qui réfléchissent à la façon où le produit finalement va pouvoir être à un moment recyclé, reconditionné et remis dans le circuit. On ne s'arrête pas à une époque où on travaillait surtout sur tout ce qui était emballage ou bien le fait par exemple d'avoir les emballages en carton. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant les box étaient dans des emballages noirs. Maintenant, ils sont dans des emballages blancs. Donc ça, c'était une première étape. La deuxième étape, c'est vraiment de réfléchir à concevoir nos produits de façon à ce qu'on puisse les réutiliser, les remettre dans l'économie et à ce qui est un mouvement circulaire. Vous vous souvenez ce que je vous disais au départ? S'il y a quelque chose à retenir, c'est de se dire, mon téléphone finalement, j'essaie de le garder le plus longtemps possible ou alors de le recycler pour qu'il re-rentre dans le circuit. C'est exactement la même chose finalement avec la plupart des équipements que l'on peut avoir. Voilà. Je vous en parlais au départ, c'est la fameuse notion de numérique responsable. Donc voilà, c'est juste un schéma pour réillustrer ce que je vous ai dit, tout simplement. L'objectif d'être net zéro carbone. Alors, net zéro carbone, ça veut dire d'être à zéro. C'est juste impossible, même en faisant tous ces efforts, même en réduisant finalement nos consommations, en étant sobre. Donc, aujourd'hui, sur les 10% restants, à peu près 10% qu'on n'arrive pas à éliminer, Orange a choisi de travailler sur une contribution au niveau des puits de carbone. Donc, ça veut dire que l'équivalent de ce CO2, on le réinvestit dans les puits de carbone et notamment, alors on fait des choix, le dernier choix a été de replanter une mangrove à Madagascar pour arriver donc à éliminer cette partie-là sur la compensation qu'on ne sait pas faire, on va dire, par rapport à l'énergie électrique, qu'on essaie en approvisionnement d'être sur des énergies beaucoup plus renouvelables, plus vertes, voilà, comme un certain nombre d'autres entreprises de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est un peu la même chose, mais en interne. Donc, je vous en parlais un peu avant. On travaille beaucoup sur les flottes de véhicules, sur les déplacements professionnels qui sont vraiment optimisés, où on demande de plus en plus, quand c'est possible, de le faire comme on le fait là aujourd'hui, en webinaire finalement, sur les bâtiments. Et puis également, sur tout ce qui est équipement, puisque, je vous le disais avant, nos équipements de réseau, on essaie d'optimiser les architectures, on essaie également en termes de climatiser nos data centers de façon à ce qu'ils consomment aussi moins d'énergie, puisque ça, c'est une énorme source de chaleur, ces data centers. Voilà, on est vraiment dans cette logique, surtout le scoop finalement des entreprises, que ce soit interne, que ce soit de ce qu'on achète, voire même aujourd'hui on travaille sur notre relation avec les fournisseurs pour arriver à encourager effectivement à être exactement dans la même logique pour travailler sur toute la chaîne finalement. Alors attendez, hop, petit souci. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est vrai, la réflexion de Marielle, les montées technologiques rapides rendent difficile de garder son mobile longtemps. Alors, je dirais oui et non. Ça dépend si on veut être à la dernière pointe de la technologie. Mais je vais vous prendre un exemple tout simple. Par exemple, alors, sachez déjà que c'est triste à dire parce que je sais qu'on est tous
beaucoup de gens sont fans d'Apple et ils ont raison. Hein, c'est vraiment en termes d'usage quelque chose d'extrêmement simple et qui a beaucoup aidé finalement à tout un chacun de prendre en main l'usage numérique. Par contre, c'est quand même le plus gros aujourd'hui consommateur et la plus grosse empreinte carbone de tous les constructeurs, hein, très clairement. Prenez l'exemple entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13. Quelle est réellement la montée technologique? Quand on y réfléchit, pour moi, au quotidien, qui a un usage, on va dire, courant, qui ne suis pas un expert, je ne dis pas, imaginons que je sois photographe, il y a certainement un intérêt à prendre peut-être l'iPhone 14 parce qu'ils ont fait des efforts encore plus importants sur les caméras, sur la photo, etc. Mais sur finalement un usage classique de mon téléphone qui fait quoi? De la visio, du réseau social, même si on fait un petit peu finalement de bureautique sur son téléphone, il n'y a pas eu d'avancée majeure. Donc, on pourrait très bien finalement se dire, j'attends une version et je prends la version d'après. Ouais, je me permets d'ajouter également qu'il faut dissocier la partie de ce qu'on appelle logiciel et matériel, donc le hardware et le software en anglais. Parce que c'est vrai que je reprends l'exemple de Anne qui est très pertinent entre un iPhone 13 et un iPhone 14 au niveau du hardware, de ce qu'on trouve physiquement dans le téléphone. On est quasiment sur les mêmes puces, sur la même mémoire, sur le même processeur. Donc finalement, le téléphone n'est pas forcément plus puissant. Peut-être qu'il a gagné en autonomie au niveau de la batterie, peut-être qu'il y a eu des optimisations, etc. Mais les nouveautés principales que va proposer Apple, ça va être du logiciel, ça va être de l'ergonomie, de l'usage, etc. Ils ont rendu peut-être certaines choses plus fluides. Donc, c'est plus ça que va proposer Apple. Mais derrière, ces nouveautés-là, ils vont les proposer uniquement sur le dernier iPhone. Donc, il faut aussi prendre conscience que ces nouveautés, elles sont intéressantes, mais derrière, vous allez peut-être pouvoir attendre une génération supplémentaire ou deux avant d'en bénéficier pour garder votre téléphone un petit peu plus longtemps. Tout à fait. Et si vraiment, alors j'ai toujours, parce que notamment dans les jeunes générations, il y a quand même des geeks, entre guillemets, et je dis toujours, si déjà vous êtes geek, à ce moment-là, le téléphone d'avant, remettez-le dans le circuit, à minima. C'est vraiment chose qui est important. Ah, je vois qu'il y a... Bon, on le prendra peut-être après. La dernière partie de la présentation se veut vraiment très pragmatique et très pratique. Il y a certainement un grand nombre de choses dont je vais vous parler, que vous avez au moins conscience. Voilà, l'idée, c'est de les balayer ensemble. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas pour bien les avoir en tête. Alors, c'est ce qu'on appelle les éco-gestes. Et c'est ce qu'on appelle finalement la sobriété numérique. Le principe est de dire que nous sommes tous finalement concernés par cette sobriété numérique et énergétique. Et voilà, quelques gestes pour réduire tout simplement sa consommation d'énergie. Hein. On dit chaque petit geste compte. Hein. Alors pareil, ça peut être paradoxal. Hein. Par exemple, par rapport aux 25% qu'on a d'empreintes individuelles, mais ce n'est pas parce qu'on n'a que 25% qu'il ne faut pas le faire. Voilà. L'idée, ce n'est pas de dire on n'a que 25%, les 75% sont plutôt liés aux entreprises et puis finalement aux lois qu'on va mettre en place. Non, c'est un peu le colibri. Il faut continuer à faire le petit colibri pour arriver en sorte qu'à la fin, tout le monde soit gagnant, quoi. Je me permets de publier un sondage. Voilà, justement pour savoir si vous participez à ces éco-gestes dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à regarder dans l'onglet sondage et puis à nous répondre si oui ou non vous pratiquez ces éco-gestes. Et pour répondre à Marielle, c'est vrai que les étudiants utilisent leur ordinateur comme un ordinateur. Je fais de même, mais je pense que même là, à moins qu'il y ait vraiment une grosse différence par rapport à leur métier, voilà, il y a un effort. Les jeunes sont quand même beaucoup soumis à l'effet mode, hein, voilà, du dernier téléphone, ça fait chic. Quoique de moins en moins, je trouve qu'il y a une conscience de plus en plus importante finalement des jeunes générations sur leur empreinte, sur les équipements. Back Market n'a plus de secret pour eux aussi. Hein. Alors, si on va dans les éco-gestes, voilà. Alors, ça, c'est un sujet que j'adore finalement aborder
parce que si je vous pose la question, en règle générale, quand vous avez votre mobile, est-ce que lorsque vous êtes près d'un Wi-Fi, vous vous connectez sur ce Wi-Fi? Ça peut être un sondage aussi. La réponse est rarement oui, parce que en règle générale, c'est toujours un tout petit peu moins lent, surtout si vous êtes finalement en mobile 5G. Mais il faut savoir que pour transporter 1 gigaoctet dans un réseau, eh ben, lorsqu'on est sur un réseau mobile, eh ben, on consomme 40 fois plus que lorsqu'on est finalement via la fibre sur un réseau Wi-Fi. Donc vraiment, premier petit geste, dès que c'est possible, connecter son mobile au Wi-Fi. Anne, est-ce que le chiffre qu'on voit justement sur le mobile, les 588 Oui. kWh, je pense, est-ce que Ouais. c'est un chiffre qui est basé plutôt sur les antennes 4G ou une moyenne sur les antennes 4G, 5G? 4 et 5G. 4 et Ouais. 5G, ok, C'est ça une marche. moyenne 4 et 5G, tout à Merci. fait. Alors, si on prend le cas d'un ordinateur portable, c'est pareil, hein, il y a une consommation assez importante par an. S'il est allumé, hein, vous voyez, on part de 8 heures par jour. Hein. Et donc, une empreinte de CO2 entre 44 et 88 kilos. Et en fait, lorsqu'on met son ordinateur en mode veille, eh ben, on arrive à consommer 1/3 de moins. Donc, c'est pareil, c'est un petit geste. Quand je pars, au lieu de laisser mon ordinateur tourner, je le mets en mode veille et ça vaut également pour tous les autres équipements de la maison. Pour votre information, nous, chez Orange, on travaille en ce moment sur une box parce qu'on peut déjà mettre les box en mode veille. Enfin, chez Orange et tous les opérateurs, hein, très clairement. Hein. On le fait rarement parce que tout simplement, ce n'est pas connu du grand public. Et surtout, on a toujours un petit risque lorsqu'on la redémarre finalement, qu'elle ne monte pas, qu'elle prenne du temps pour redémarrer. Donc ça, c'est toujours compliqué de se dire j'attends 5 minutes quand j'en ai besoin. Et il y a un risque effectivement qu'à un moment ou un autre, elle ne redémarre pas tout de suite et qu'il faille recommencer le cycle. Aujourd'hui, on travaille énormément dans nos labos et nos centres de recherche sur la possibilité de mettre en veille de façon automatique avec programmation après de chacun individuellement, mais on aurait un genre de comment dirais-je, de mise en veille la nuit de telle heure à telle heure. Parce que l'impact sur le réseau est vraiment pas neutre. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais exactement, mais de mémoire, c'est dans les 10% d'impact énergétique sur le réseau. Donc, c'est vraiment un sujet qu'on travaille beaucoup, beaucoup. Alors voilà, éteindre ses équipements, ça c'est aussi quelque chose qu'on fait très rarement, mais c'est vrai que lorsqu'on part en vacances, finalement, qu'est-ce qui empêche d'éteindre tous ces équipements, que ce soit téléviseur, que ce soit finalement box, voire même les enceintes, etc. Voilà, prendre l'habitude. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a certains ménages qui ont mis en place une genre de réglette qu'on peut piloter à distance et qu'on peut éteindre du coup, et même programmer. C'est ce que dit Karine, vous avez raison, en fait, tout est complètement éteint. C'est envisageable aujourd'hui à partir du moment où il y a en plus des outils qui permettent de le faire de façon extrêmement légère. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose, moi personnellement, je n'étais pas du tout consciente de ce sujet-là et j'ai l'impression que je n'étais pas la seule. Quand on branche son chargeur, et je pense qu'on est beaucoup à le brancher par exemple la nuit, et à un moment il est chargé, il continue à être branché, et il continue à consommer. Donc le principe, c'est de se dire, quand mon téléphone ou même mon ordinateur est chargé, il faut penser à débrancher, bien sûr, le téléphone, mais également le chargeur de la prise. Et on gagne aussi encore quelques wattheures de consommation. Prochain éco-geste,
C'est optimiser la batterie. Alors, ce souci-là, je pense qu'on l'a tous sur nos téléphones où à un moment, la batterie se décharge plus vite que d'habitude. Il y a un certain nombre de gestes assez faciles, tout simplement le fameux mot d'économie d'énergie ou la luminosité des écrans, on l'a toujours au maximum, enfin c'est quasiment de base sur les téléphones et c'est assez facile finalement de la réguler, de prendre l'habitude finalement d'avoir une luminosité un petit peu moins importante, pardon. Et là aussi, non seulement on va optimiser la batterie, mais en plus, on va économiser de l'énergie. Petit éco-geste simple à mettre en œuvre. Alors celui-là, il est extrêmement intéressant et notamment lorsqu'on en parle aux jeunes générations, je pense que vous avez certainement dû voir ça très souvent dans la rue. Au lieu de se parler finalement avec la voix, on a le téléphone avec la visio et on parle et en même temps on se voit. Est-ce vraiment nécessaire? Question à se poser, très clairement. Et puis pareil, lorsque, par exemple, je prends le train et que je veux voir une série Netflix, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant finalement de la télécharger et puis de la visualiser avant? Ça éviterait de solliciter le réseau. Et là, je ne stream pas et du coup, je consomme également beaucoup moins, clairement. Sans compter la fameuse lecture automatique des vidéos sur les réseaux sociaux, ça c'est vraiment quelque chose... c'est de base. Il faut aller certes dans les paramètres, mais voilà, une fois que c'est fait, et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Tout à fait. Et Margot nous parle aussi du mode sombre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Selon moi, être un standard sur toutes les applications. Oui. Alors, ça commence. Je ne suis pas une détractrice d'iPhone, j'en ai un. Et j'ai été, c'est vrai, agréablement surprise de la mise à jour, il y a une ou deux mises à jour automatiquement. Ils ont proposé avec la mise à jour d'activer le mode sombre sur le téléphone. D'accord. Voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne initiative, effectivement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous voyez, c'est pour ça que tous nos slides, là, sont noirs. Alors, ça demande un petit exercice parce que lorsque l'on imprime, par contre, il faut tout repasser en blanc. Voilà. Aujourd'hui, avec les fonds d'écran, c'est quand même assez facile à faire. C'est une histoire de couleur et puis voilà. Alors, les mails, ça aussi, c'est un grand sujet. Aujourd'hui, je pense que si on regarde tous nos boîtes mail, on a certainement plus de 500 mails minimum dans nos boîtes, ou archivés, ou dans notre boîte de réception. Je pense que ça, c'est vraiment un petit truc qu'on devrait avoir et de se dire, voilà, tous les X mois, voilà, je vide ma corbeille, j'archive mes mails, je fais le nettoyage, je trie les applis, les photos, le nombre de photos qu'on a en double, en triple, etc. Voire dans le cloud. Alors, on les a bien sûr sur le téléphone, souvent dans un cloud, on les a peut-être encore une fois sur le PC. OK, il faut certes un backup, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tant de backup, sachant qu'à chaque fois qu'on va chercher dans le cloud, on fait un aller-retour et ça consomme aussi énormément, quoi. Eh oui, Ariane, c'est juste. C'est ce que je disais en introduction. Moi, c'est pareil, j'ai fait le fameux bilan carbone, là, et j'étais à, pareil, 5 tonnes. Ouais, ça montre qu'il y a du travail, quoi. Alors ça, pareil, je crois que Benjamin t'en parlait avant, effectivement, quand on en a l'opportunité, désactiver toutes les fonctionnalités qui sont inutilisées sur un téléphone. Alors ça peut paraître un peu fastidieux, tout ce que je suis en train de dire. C'est un peu comme tout. Moi, je dis toujours, des fois, il vaut mieux accepter finalement de perdre, on va dire, 2 heures. Et puis, on va en regagner un peu plus tard, 5, 10. C'est un peu la même chose ici, clairement. Donc, ça vaut peut-être le coup de faire l'effort. Donc voilà, on en parlait avant, le fameux mode sombre, puisque les couleurs et les blancs consomment beaucoup plus d'énergie finalement que le noir. Et en plus, ça va nous faire gagner de la durée de vie de batterie, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et apparemment, les études ont montré qu'on a également un confort visuel qui est meilleur, et notamment cette exposition à la lumière bleue, quoi. Donc, pas hésiter de passer en mode sombre.
En plus, je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour les yeux, c'est moins mal. Alors, le dernier éco-geste, vous l'aurez compris, c'est celui qui, moi, me tient le plus à cœur et que je martèle souvent tout au long de la présentation. En fait, s'il y a une chose à retenir, c'est de garder son téléphone le plus longtemps possible. Bien sûr, l'équiper d'une vitre, d'une coque, voilà, pour qu'il y arrive le moins possible de bobos et qu'il soit beau tout au long du moment où on l'utilise, clairement. Et puis, si on doit le changer, comme je disais avant, pensez au moins le reconditionner, quoi. Sachez aujourd'hui aussi que le reconditionné, nous, c'est quelque chose qu'on propose aujourd'hui de plus en plus dans nos boutiques et qui représente quand même à peu près 10% des achats aujourd'hui déjà, d'acheter en reconditionné. Donc, on sent quand même qu'on rentre dans cette démarche. Le recyclage atteint les 30%, le reconditionné les 10%. Je sais que chez Orange, on est en train de travailler maintenant à une offre de réparation aussi dans les boutiques. Donc voilà, on sent, et il y a de plus en plus d'acteurs dans ce domaine-là, qu'on rentre dans cette démarche, clairement. Donc, je vous donne une petite conclusion. J'aime bien toujours, quelques points à retenir un peu de cette présentation. Aujourd'hui, les enjeux, c'est d'optimiser les réseaux. Ça, c'est surtout pour nous en tant qu'opérateurs, parce que tout simplement, ça nous permet d'avoir une meilleure efficacité énergétique et de rentrer également dans une première couche de sobriété. Intégrer l'éco-conception dès le début, lorsqu'on réfléchit à un produit, réfléchir dès le début, comment est-ce que je peux faire en sorte que je puisse le recycler, le reconditionner. Limiter les équipements, vous l'aurez compris. Favoriser tout ce qui est économie circulaire, recyclage, reconditionnement. On est vraiment dans cette logique-là. Aujourd'hui, on est vers des nouveaux modèles. On les a tous vus. Ils sont même, pour ceux qui font un peu de Vinted, vous aurez remarqué ou pas que c'est même apparu dans une ligne de notre feuille d'impôt. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on génère un certain CA sur Vinted, il faut le déclarer. Donc, je pense qu'on est réellement allé dans cette économie du partage plutôt que de la possession. On sent cette tendance dans les jeunes générations aussi à plus finalement vouloir partager, échanger. Ils sont de moins en moins finalement acquéreurs aussi d'une voiture, beaucoup plus dans l'autopartage. Voilà, on est dans un nouveau modèle économique et je pense que ça va vraiment s'intensifier les prochaines années. Et puis voilà, le dernier, pensez à intégrer ces petits éco-gestes qu'on a partagés ensemble ce matin. Voilà. Et j'aime bien finir également par une petite citation qui dit il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. C'est sûr que pour les entreprises, c'est un nouveau modèle économique. C'est une grosse transformation. On est dans une vraie révolution. Mais notre planète et nos générations futures en ont besoin. Voilà. Ouais, exactement, et c'est vrai qu'on a pu le voir il y a depuis des dizaines d'années. En fait, les entreprises s'adaptent finalement aux enjeux, aux différents enjeux que le monde rencontre. Et je pense qu'au niveau de l'éco-responsabilité, on rentre dans cet enjeu-là. Mais à mon avis, c'est un enjeu qui va durer, qui va s'inscrire finalement de manière pérenne dans les stratégies d'entreprise. Donc, il faut en avoir conscience, et puis il faut aussi essayer de se diriger vers les entreprises qui font des efforts et qui mettent en avant ces enjeux-là. Et de toute façon, comme on le disait, il y aura des lois de plus en plus, par exemple dans le monde des collectivités et de tout ce qui est appel d'offres publiques. On rencontre maintenant de plus en plus finalement de critères environnementaux auxquels il faut répondre pour pouvoir répondre à l'appel d'offres. Donc on est en plein dedans. Tout à fait. Et je rebondis aussi sur ce que disait Anne, c'est que finalement, quand on parle de numérique responsable, il y a un paradoxe entre les deux mots. On a vu que le numérique consommé et responsable, ça ne va pas forcément ensemble, mais pourtant, si, parce qu'il existe des logiciels aujourd'hui qui vont consommer de la data, qui vont être hébergés sur des data centers, mais qui vont vous aider à être plus efficace dans votre organisation, à gagner du temps, mais aussi, par exemple, à organiser des tournées pour, je pense aux réparateurs, aux chauffagistes, etc., qui doivent faire des dépannages. Ils vont organiser ces tournées de manière à ce qu'il y ait une responsabilité autour des déplacements et de la consommation de carburant, par exemple. Donc, il y a tout ça, il y a la domotique aussi. Finalement, on va acheter un équipement, certes,
qui va consommer des ressources. Mais derrière, cet équipement va vous faire économiser de l'électricité, du gaz, pourquoi pas, parce qu'on va ajouter des thermostats, on va ajouter des systèmes qui ferment automatiquement les volets pour justement moins consommer d'énergie, etc. Donc finalement, les outils numériques, certes, ils vont consommer, mais si derrière vous avez un bénéfice, ça peut être intéressant. Donc il faut aussi mesurer le pour et le contre, voir s'il y a une balance qui est positive, et puis à ce moment-là, pourquoi pas passer le cap. C'est clair. Et j'ai envie de demander aux personnes présentes lors de ce webinaire, vous, dans vos activités, est-ce que voilà, il y a des choses qui ont changé ou vous êtes en train de changer par rapport à ce sujet-là ou pas du tout? Alors, j'avais préparé justement un sondage pour le numérique responsable. Ça tombe très bien. Voilà. Est-ce que vous ne vous sentez pas concerné? C'est possible. Est-ce que vous avez déjà entrepris des actions pour limiter votre impact ou est-ce que vous y réfléchissez? Donc, voilà, il y a 3 choix possibles. N'hésitez pas à nous en faire partie. Et on voit que tout à l'heure, sur la question précédente, je n'ai pas fait de petit bilan. On a eu 100%, on a eu 10 personnes qui ont répondu, qui pratiquent des gestes, des éco-gestes au quotidien. Donc, c'est très positif. Et en attendant les résultats du sondage, me permet aussi de refaire un petit point sur l'offre numérique de la Chambre des métiers. Donc nous, en fait, en tant que conseiller numérique, on peut justement vous aider sur des ateliers de sensibilisation comme on le fait aujourd'hui, sur des webinaires et sur des thématiques qui nous sont chères. Et puis ensuite, on peut pousser un petit peu plus les choses en allant faire un diagnostic ou un accompagnement avec vous, les artisans, pour identifier potentiellement justement des axes d'amélioration dans vos usages du numérique, identifier des solutions qui pourraient vous aider et pourquoi pas vous aider à les mettre en place. Et puis la Chambre des métiers propose aussi des formations, notamment dans le numérique, pour créer un site internet, pour créer une page Facebook et l'administrer. Donc on essaye de couvrir aussi des thématiques qui vont vous aider dans votre communication, mais derrière, on pourra aussi vous donner des conseils sur justement l'éco-responsabilité et puis communiquer peut-être un peu moins, mais mieux. C'est aussi l'idée. Et je vous parle aussi du dernier webinaire avant la pause estivale, qui aura lieu la semaine prochaine à 11h, qui va porter sur l'intelligence artificielle. Donc c'est aussi un enjeu important. Pourquoi? Parce que c'est encore une technologie qui est assez méconnue, qui peut apporter de bonnes choses, mais qu'il faut aussi savoir encadrer. Alors, comme c'est une technologie qui est très récente et qui est en pleine expansion, je pense qu'il y a des lois peut-être qui arriveront pour essayer d'encadrer ces pratiques. Mais aujourd'hui, c'est aussi de vous dire, en tant qu'artisan, ces outils existent pour vous faciliter la vie sur certains points. Donc, on va essayer de faire un tour d'horizon sur cette thématique. La pause estivale de juillet et août nous permettra de reprendre les webinaires en septembre avec la thématique des marketplaces pour que vous puissiez vendre vos produits ou vos services sur des plateformes qui ne sont pas développées directement de votre côté, quoi. Et donc, je vois qu'on a 9 réponses pour le sondage, donc 8 réponses, 89%, vous avez déjà entrepris des actions pour limiter votre impact, c'est parfait. Et on a une personne qui y réfléchit justement. Donc voilà, on est vraiment, ça rebondit parfaitement sur ce que disait Anne, on est vraiment dans un changement de mentalité. Et c'est agréable de voir ça. C'est clair. Ouais. L'être humain a toujours des ressources insoupçonnées. Il faut être positif là-dessus. Alors, on a une question de Marielle qui nous demande comment peut-on s'assurer que le Wi-Fi auquel on se connecte est bien sécurisé? Wi-Fi public, Wi-Fi de café. Est-ce que, Anne, tu as une réponse par rapport à ça? Oui, alors là, c'est toujours la même chose. Ça dépend de ce que vous faites finalement avec ce Wi-Fi. Si vous faites juste surfer, même s'il n'est pas très sécurisé, qu'est-ce qui est comme risque? Il ne peut pas vous prendre de données. C'est à partir du moment où vous commencez effectivement à faire des achats en ligne ou bien à vous connecter à un système d'entreprise qu'il faut faire plus attention. Par exemple, nous, chez Orange, le Wi-Fi public, on ne peut pas s'y connecter s'il est ouvert à tout le monde, quoi, clairement. Voilà. Mais je veux dire, souvent, lorsqu'on est finalement à quelque part, on surfe ou sur les réseaux ou pour faire une recherche Internet, pas forcément pour travailler. Et là, il n'y a pas d'échange de données qu'on peut récupérer dans ces cas-là.
C'est vrai. Alors, il faut quand même se méfier de certains réseaux. C'est vrai qu'il y avait une expérience qui avait été faite, alors que j'ai plus en tête, mais je me souviens que dans un réseau Wi-Fi, c'était pas comment dire, une personne qui était mal intentionnée, c'était pour une expérience vraiment. Elle avait ajouté dans les conditions générales de l'utilisation du réseau Wi-Fi des choses qui étaient complètement abracadabrantesques. Et elle allait voir ensuite les personnes qui avaient utilisé le réseau pour leur dire, voilà, finalement, vous avez accepté ces conditions générales sans les lire, et voilà ce que vous avez accepté. Donc c'était assez intéressant quand même si on ne prend pas le temps de le faire, il faut être un minimum vigilant. Et puis il y a une autre pratique aussi sur laquelle il faut être vigilant, c'est les ports USB que vous retrouvez dans les gares, les aéroports, etc. Même si ce sont des endroits qui sont sécurisés, à partir du moment où vous avez des données sensibles sur vos téléphones, votre ordinateur, évitez quand même de vous brancher directement sur ces ports USB, parce qu'on ne sait jamais derrière ce qu'il peut y avoir. Ouais. Il y a ça, et puis après, il y a l'autre solution, on en parle de plus en plus aujourd'hui, c'est de mettre en place finalement une petite offre de sécurité sur vos équipements qui vont permettre finalement de capter tout de suite la majorité des dangers. Aujourd'hui, il y a des offres qui ont des tarifs tout à fait corrects. Je pense qu'à un moment, on va tous y passer à ça, parce que c'est sûr que on dérive un peu sur la thématique de la sécurité, mais là, c'est pareil, c'est le sujet où on dit la question n'est pas de se poser finalement, à un moment ou à un autre, on y sera tous confrontés. Il n'y a pas de risque zéro en cybersécurité. Donc, c'est un peu comme votre alarme à la maison, finalement. Il faut mettre en place ce qui va bien pour faire en sorte qu'il y ait le moins de risques qu'on puisse vous pirater. Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il restait des questions, mais en tout cas, on arrive à la fin de ce webinaire. On a Corinne qui nous disait qu'elle est Home Organizer, donc elle propose un service de rangement de boîte mail. C'est aussi intéressant, et il y a cet aspect, effectivement, optimisation pour consommer moins, mais il y a aussi cet aspect de ranger sa boîte mail, et c'est vrai que, un peu comme une maison bien rangée, c'est aussi plus agréable pour l'esprit, et puis de s'y retrouver un petit peu mieux, on va dire, dans les différents mails que vous recevez. Donc, il y a un bénéfice de plusieurs côtés. Est-ce que le support de présentation sera diffusé à l'ensemble des participants? Alors, Anne, oui. Je crois qu'on peut télécharger directement la présentation sur le webinaire, mais sinon, on vous l'enverra. Anne était d'accord, en tout cas, pour la partager. On en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai la liste des participants et leur adresse mail, donc je pourrais m'en occuper si vous le souhaitez. Et donc, à l'écran, vous voyez les différents conseillers numériques des chambres des métiers d'Alsace. D'Alsace, non, pardon, je fais des formations professionnelles de ma région, enfin de mes deux départements, voilà, du Grand Est. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à noter leur nom et pourquoi pas revenir vers moi, parce que vous devriez avoir accès à mon adresse email via le webinaire. Ici, on n'a pas de numéro de téléphone ou d'adresse mail qui sont notés, et puis je redispatcherai les différentes demandes sans aucun souci. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci encore Anne pour la présentation, c'était très pertinent. Merci aussi pour votre écoute, c'était intéressant pour l'échange aussi. Et puis j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, donc on va pouvoir clôturer. Super. Merci pour votre participation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Et puis merci encore Anne pour cette présentation. Avec grand plaisir. Merci et belle journée à tous. Bonne journée. Au revoir.